Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec KS un ami, un frère, un vrai panafricain. Il nous a fait l'honneur aujourd'hui de venir avec nous pour faire une interview et nous allons passer un moment excellent pour que vous, les auditeurs, que vous pouvez au moins avoir un aperçu de KS, de sa personnalité et de sa lutte. KF, nous te remercions. Merci. Et nous te souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. Bien. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation, qui me donne l'occasion de répondre à des questions qui sont très importantes pour la communauté, la grande communauté qui vous suit et qui me suit également. Donc, tout le plaisir est pour moi. Merci. Tout d'abord, nous allons commencer à vous laisser vous présenter pour des gens peut-être qui vous connaissent pas. D'accord. Alors, merci. Je suis KS, qu'on connaît souvent sur les réseaux sociaux. Mon prénom, c'est Lansana et mon nom de famille, c'est Fofana. Je suis un jeune activiste sénégalais panafricain aussi, qui milite au niveau des réseaux sociaux dans la plupart des pays africains pour combattre la dictature et les régimes que nous connaissons. Donc, je suis venu en France après mes études au Sénégal. J'ai commencé mon master au Sénégal que j'ai terminé ici en France. Et là, je suis en France parce que je ne peux pas retourner chez moi et je travaille ici. Donc, voilà. Très bien, c'est tout à fait à votre honneur, effectivement. Dans le milieu de l'activisme, évidemment, vous êtes vraiment connu, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Afrique. On a beaucoup entendu parler de vous et votre lutte, c'est louable et c'est vraiment à saluer. Donc, ma première question, c'est juste, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours en tant qu'activiste et aussi des causes qui vous ont poussé à vous engager pour le changement de l'Afrique? Voilà. Alors moi, pour ce qui concerne le Sénégal, mon engagement a commencé au niveau de l'université Gaston Berger. Donc j'étais à l'université Gaston Berger. Je suis devenu délégué représentant d'étudiants de l'université Gaston Berger. Et pendant notre mandat, on a eu affaire au ministre de l'Enseignement supérieur, Mary-Teuw Niane, qui voulait justement augmenter le montant des inscriptions. Et tout de suite, nous sommes rentrés en conflit avec Mary-Teuw Niane parce qu'on était censé défendre l'intérêt des étudiants et augmenter ces montants des inscriptions n'allait pas dans la défense des intérêts des étudiants. Donc, mon engagement a commencé en 2013 où on s'est beaucoup battu pour que ces réformes ne passent pas. Malheureusement, les réformes sont passées. Donc, à la suite de ces réformes-là, comme vous le savez, mon année scolaire a commencé à être perturbée et mon père m'a demandé d'aller continuer mes études ailleurs parce que c'était plus sûr pour moi de rester au pays tant qu'on s'est fait une mauvaise image au sein de l'administration au niveau des classes avec les professeurs, c'était un peu compliqué. Donc mon père m'a demandé d'aller poursuivre mes études en France. Il m'a suggéré de faire la préinscription. J'ai fait ma préinscription. Je suis arrivé ici pour continuer mon master, justement pour fuir ce climat-là qui n'était plus propice à ce que je puisse réussir mes études comme mon père le voulait. Donc, je suis venu en France et j'ai commencé tout de suite à m'intéresser à ces mouvements qui existent au niveau de la diaspora, à ces fronts. Le front pour le départ de Macky Sall m'a invité à assister à des manifestations. J'y ai assisté à plusieurs manifestations. Alors, ce qui a suscité vraiment cet engagement-là, alors que j'ai fui ce passé de syndicaliste, tout ça. Tout à fait. Alors, ce qui m'a vraiment motivé, c'est que au niveau de l'université, chaque étudiant était engagé pour une cause, souvent. Donc, on était dans un parcours international. C'était un master pilotage de projets internationaux. Donc, la plupart des étudiants étaient déjà engagés, soit dans des associations, ils étaient bénévoles ici. À chaque fois, ils me posaient la question de savoir, tu t'es engagé pourquoi, toi? Donc, cette question revenait sans cesse et je me suis dit, bon, c'est un passé qui va me rattraper à coup sûr. Donc, il faudrait que je m'engage aussi pour continuer à défendre les nôtres, qui sont au pays, qui n'ont pas forcément les possibilités de comprendre ce que nous comprenons, donc les aider à mieux apprécier la situation politique. Donc, je me suis engagé, j'ai participé à plusieurs manifestations dans le cadre du Front pour le départ de Macky Sall. Après ce front-là, j'ai intégré les mouvements panafricains qui existent ici également, qui m'ont vu, qui m'ont dit, on te voit te battre pour le Sénégal, mais on aimerait bien t'avoir parmi nous pour que tu puisses nous expliquer au mieux la situation du Sénégal et ça ferait participer le Sénégal à tout ce que nous avons comme initiative souvent.
J'ai répondu présent et c'est dans ce cadre-là qu'on est parti dans des métros pour militer, dénoncer le franc CFA, dénoncer les bases militaires françaises. Et ça a eu beaucoup de popularité. Aujourd'hui, grâce à Dieu, beaucoup de gens nous reconnaissent à travers tout cet engagement-là. Voilà. S'engager pour défendre les nôtres. Voilà. Et votre credo. Voilà. Et dans ce milieu de l'activisme, on sait que vous faites face à beaucoup de défis auxquels l'Afrique aussi, de manière générale, au Sénégal aussi, en particulier, est confrontée de manière, surtout pour les droits de l'homme. Et vous, quel est votre aperçu par rapport à tous ces défis que vous confrontez, que le Sénégal aussi confronte au niveau des droits de l'homme, en fait? Alors, je pense que le Sénégal a ratifié plusieurs traités internationaux quand même. Ouais. Donc, il faudrait que le Sénégal les respecte. Et c'est dommage. C'est fort regrettable de voir que des prisonniers politiques sont victimes de torture, sont presque limite dans des camps de concentration. Si on sait les conditions infernales que vivent nos compatriotes, des manifestants pour la plupart taxés de terroristes pour pouvoir les mettre en prison, je trouve que c'est regrettable que le Sénégal recule de façon aussi honteuse sur le plan démocratique. Donc nous avons vécu cette dictature-là depuis que Macky Sall est arrivé au pouvoir en 2012 et on continue à vivre cette dictature-là parce que quand même nous déplorons plusieurs morts. Et tout cela rentre dans le cadre de la violation de ces traités dont j'ai parlé. Et le Sénégal devrait se montrer à la hauteur de ce défi-là qui nous attend tous. Le défi, c'est la démocratie. Le défi, c'est laisser libre expression au peuple. Le défi, c'est de pouvoir écouter ces voix dissidentes-là qui ont aussi quelque chose à apporter pour faire marcher les choses, pour faire avancer les choses. Ne pas prendre ceux-là qui critiquent le pouvoir comme des ennemis parce que en les écoutant, on arrive à se corriger si on a failli quelque part. Donc, je crois que l'État devrait avoir une posture qui est autre que celle qu'elle a aujourd'hui, à savoir traquer les activistes comme moi-même qui suis traqué depuis, malgré que je sois à plusieurs kilomètres du Sénégal, je suis traqué, je suis persécuté. J'ai une procédure de justice qui m'attend avec un ministre des Transports. Voilà. Donc tout ça, c'est dans le but de nous intimider, dans le but de nous faire renoncer à cet engagement que nous avons pour la patrie. Et je crois que le Sénégal est véritablement tombé dans ce travers-là de la dictature. Et c'est fort dommage. C'est fort dommage. Exactement, c'est fort dommage dans la mesure où le Sénégal vient d'être sorti au niveau du Haut Commissariat. Évidemment, le Sénégal ne siège plus pour tout ce qui est droits de l'homme tout récemment. Et donc du coup, de quelle manière votre travail, c'est-à-dire votre engagement, a-t-il de l'impact par rapport à la vie des personnes que vous défendez? Pouvez-vous nous donner en fait des exemples spécifiques par rapport à l'impact qu'il a votre engagement? Alors, notre engagement a un impact considérable. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, les médias sont censurés, les activistes sont emprisonnés, les leaders d'opinion sont traqués, emprisonnés, certains sont contraints à l'exil, comme vous le savez tous, pour le cas de Ngagne Demba Touré. Et Pape Alé Niang qui fait les frais de cette dictature-là en faisant des allers-retours en prison. Je crois que notre place à nous, c'est justement cette position qu'on a aujourd'hui d'être dans la diaspora. Elle nous permet de pouvoir informer sans risquer directement les conséquences de ce régime dictatorial. Donc, on a aujourd'hui la possibilité d'informer librement. Une presse libre au Sénégal, si elle existe encore, on devrait pouvoir compter le nombre. Donc, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous, on vient pallier à ce manque-là parce que nous répondons présent, nous informons les nôtres, nous les incitons à défendre leur droit qui est un droit constitutionnel, le droit à la manifestation. Donc, ce droit-là est consacré à tous les citoyens de notre pays. Et l'impact, c'est aussi de voir sur la scène politique comment nos propos peuvent parfois, je dirais pas influencer forcément, mais en tout cas, nos propos sont très écoutés au niveau de cette classe politique sénégalaise. Et voilà, ça fait de nous des opposés, cyber-opposants, si je peux m'exprimer ainsi. Nous sommes des cyber-opposants qui viennent aider l'opposition sénégalaise en place.
Et c'est un travail de synergie qui paye parce que le peuple est mieux informé, l'information circule au niveau où l'État ne peut pas forcément bloquer, censurer la parole, parce que nous sommes très loin, et ça participe à faire changer, à bouger les lignes, à faire changer les choses dans notre pays. Certains nous taxent d'être des personnes qui appellent à l'insurrection, ce n'est pas forcément le cas. Je pense que nous venons justement pallier à ce manque d'information-là que tout le monde constate et que finalement la solution est les activistes de la diaspora. Tout à fait. Évidemment que la répression au Sénégal n'est plus à démontrer parce que, comme vous l'avez si bien dit, on a des avocats qui ont pu être emprisonnés, exactement, être emprisonnés. Juan Branco. Évidemment, l'exemple de Juan Branco, qui est un avocat international qui a pu être emprisonné au Sénégal sans presque aucune base légale. Et aussi, nous pouvons citer aussi l'exemple de Ngagne Demba, bien sûr. Et les journalistes aussi, nous pouvons en parler, comme Pape Alé, comme la fille Mandela, aussi exactement, et Ndiaye. Aussi, nous pouvons citer évidemment ce qu'on appelle la télé Walf. C'est ça. Exactement, qui a été coupé de signal. Coupé de signal pendant plus d'une semaine, évidemment. Donc, vos paroles ont de l'impact, évidemment, et donc sur ces cas, est-ce que vous pouvez nous dire en fait l'impact, parce que je vois que vous travaillez beaucoup avec les médias, les médias sociaux. Quand je dis les médias, en fait, quel rôle jouent les médias sociaux et comment utilisez-vous les plateformes en ligne pour faire avancer votre cause et mobiliser le public? Alors, je peux dire que notre travail est impactant à plusieurs titres, au vu du nombre de personnes qui nous suivent. Ce n'est pas 10 personnes qui nous suivent, ce n'est pas 5 personnes qui nous suivent. Nous avons souvent la cote de popularité des grands médias sénégalais pour montrer l'importance que les Sénégalais accordent à ce que nous faisons. Sur YouTube, on bat plusieurs records quand même, en termes de vues, en termes de visibilité. Nous sommes très, très visibles. Donc, personne ne peut prétendre ne pas voir le travail que nous faisons. Donc, s'il est de bonne foi, bien entendu. Donc, oui, on utilise tous les réseaux sociaux. Je suis sur YouTube, je suis sur Facebook, je suis moins sur TikTok. Donc, j'essaie d'occuper tout l'espace, ne laisser aucun espace qui puisse être exploité par le camp adverse. Quand je parle de camp adverse, je veux parler du pouvoir, bien entendu. Donc, ces réseaux sociaux-là nous servent de levier pour pouvoir propager ce discours du peuple, parce que ce discours est souvent censuré dans les médias, et dans nos médias sociaux, il n'y a pas de censure. Donc, le peuple est amené à s'exprimer librement, sans craindre des représailles, parce que c'est sous forme d'anonymat que les gens s'expriment, et ça libère la parole, ça impacte, donc ça pousse les gens à donner leur avis, et ça pousse ceux qui sont les tenants du pouvoir à nous écouter, même s'ils n'ont pas envie de nous écouter, parce qu'ils nous censurent pour ne pas nous entendre. Alors moi, je donne la parole à ce peuple-là pour être entendu, parce que je sais que ma chaîne YouTube porte très loin. Ils sont tous abonnés à ma chaîne YouTube, donc forcément, ils entendent voilà les lamentations de ce peuple qui est en deuil. Et évidemment, en fait, par rapport aux plateformes, vous êtes vraiment bien présent, et aussi au Sénégal, votre voix, sérieusement, il y a tout le monde qui y adhère, et comme vous l'avez si bien dit, la nature a horreur du vide, et il faut occuper toutes les places, et vous le faites très bien. Merci. Donc, il y a un sujet qui est très important au niveau des activistes qui sont vraiment confrontés à chaque fois à des défis de sécurité. Et comment gérez-vous en fait ces risques et les menaces que vous avez la plupart du temps, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans votre vie, comment gérez-vous réellement ces menaces et voilà en fait, et ces menaces qui sont vraiment présentes. Bien sûr. Et, bien sûr. Et exactement. Dites-moi. Je vous laisse. Alors, nous essayons de nous organiser avec tous les autres activistes. Nous sommes en concertation pour créer quelque chose. D'ailleurs, ça sera la surprise dans quelques jours. On va mettre en place quelque chose qui va participer à mieux nous protéger, à mieux encadrer ce que nous faisons et à mieux nous représenter sur le plan
international. Donc on va mettre cette chose en place. Je vous laisse la surprise. Mais sinon, il y a beaucoup de risques. Il faut s'adapter, il faut prendre ces risques au sérieux aussi. Il ne faut pas mettre les pieds n'importe où, par exemple. Donc, je ne peux pas me balader partout parce que je risque d'être connu et je sais que je me suis fait beaucoup d'ennemis qui veulent forcément s'en prendre à nous. Donc, j'évite de me promener dans certains lieux. Je ne marche pas souvent sans avoir au moins quelque chose pour assurer ma défense, c'est pas un couteau, quelque chose. En tout cas, quelque chose qui ne soit pas interdit par la loi, d'accord? Donc j'ai toujours quelque chose pour assurer ma sécurité. Et souvent c'est la police. Hein. La police est très attentive à nos appels. Donc j'ai fait beaucoup de signalements au niveau de la police, ce qui fait qu'aujourd'hui un coup de fil de la police, même sans réponse de ma part, suscitera tout de suite le débarquement des policiers à mon domicile pour venir voir ce qui se passe. Parce que j'ai eu des menaces réelles, des gens qui veulent vraiment en arriver à nous ôter la vie parce qu'ils se sentent dérangés par le travail que nous faisons. Parce que, mine de rien, c'est beaucoup d'intérêts qui sont en jeu. Ces gens ont volé beaucoup de milliards. Donc, ils se sont enrichis de façon insolente. Ils ont beaucoup mangé l'argent du peuple. Donc, quand nous dénonçons tout cela, c'est un peu leur pain que nous voulons leur prendre. Donc, ils sont prêts à garder ce pain-là par tous les moyens. Donc, ils sont prêts à découdre avec nous. Ils sont prêts à aller très loin, très loin avec nous pour faire taire toutes ces voies-là que l'État n'arrive pas à contrôler. Il y a eu plusieurs tentatives de corruption aussi qui n'ont pas marché. C'est forcément comme vous le soupçonnez. Voilà. Il y a eu beaucoup de milliards qui nous ont été proposés afin de rejoindre le camp du président, parce que le président a besoin de nous, il faut construire le pays, il faut travailler avec le président. Si on a des idées, la meilleure position que nous devons avoir, c'est à côté du président pour lui faire part de tous ces avis-là. On n'a jamais voulu mordre à cet hameçon-là. On est droit dans nos bottes parce que nous savons que nous avons ce dont nous avons besoin personnellement. Le combat ne vise pas ma personne. Je cherche pas quelque chose pour moi-même. J'ai un travail qui me permet d'être à l'abri du besoin. J'ai mis ma famille à l'abri du besoin. Par contre, je pense à tous ces millions de Sénégalais qui comptent sur nous, qui ont pendant des années soutenu cette lutte et qui voient en ces revendications-là que nous portons une solution pour sortir de toute cette souffrance-là. Je pense que c'est une trahison d'accepter cette corruption-là. C'est trahir ce peuple, c'est trahir le pays, c'est trahir nos convictions personnelles. Exactement. Donc, nous n'avons jamais voulu le faire. Aujourd'hui, malgré le risque que nous encourons tous les jours, nous continuons à résister et nous prions tous les jours que Dieu nous vienne en aide et que Dieu soit notre force partout où on est. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Tout à fait, c'est très intéressant. Tout à l'heure, par rapport à vos propos, vous avez bien dit que vous avez une alliance avec les activistes, exactement. Oui. C'est là où c'est intéressant. En fait, quelles sont les collaborations vraiment significatives en fait que vous avez établies pour soutenir en fait votre travail et comment est-ce que vous pouvez les recommander aussi aux jeunes activistes qui viennent tout juste de commencer? Comment est-ce que vous les conseillez pour qu'ils puissent avoir des alliances? Quand on dit des alliances, c'est vraiment des alliances solides. Je parle pas d'alliances de façade comme on a l'habitude souvent de voir. Tout à fait. Donc, pouvez-vous... Oui, cette organisation sera l'occasion pour tous ces activistes-là de se greffer à ce que nous sommes en train de créer. Nous sommes en train de créer quelque chose qui sera un héritage pour notre pays. Tout jeune activiste qui pense être en danger peut nous rejoindre et profiter de ces garanties-là que l'organisation que nous voulons mettre en place nous donnera à tous. Donc, je pense que ça sera la réponse à toutes ces inquiétudes-là de beaucoup d'activistes qui ont souvent peur, qui pensent que c'est très risqué et dont les familles ont souvent tendance à leur mettre beaucoup de pression afin qu'ils renoncent à leur engagement patriotique. Tout à fait. Donc, il faut vraiment que, en tant qu'aînés, nous qui avons initié la chose, que nous soyons avant-gardistes pour leur permettre de faire ce qu'ils ont envie de faire sans risquer ce que nous avons risqué au début. Parce qu'il faut partir de quelque part. Nous sommes partis de là, de la base. Et là, il faut que ça aboutisse à un autre niveau. Tout à fait. Donc, il faudrait que ça aboutisse à un niveau plus international, évidemment, et pour travailler avec beaucoup de sécurité et beaucoup de sérénité. Et la collaboration. J'ai oublié de répondre par rapport à la question de la collaboration avec les autres activistes. On se concerte.
On s'appelle. On est dans des groupes avec beaucoup d'entre eux. Ousmane Tounkara, j'ai régulièrement des appels avec lui. Mola Morgan, on s'entend. Que ce soit Akhenaton, on s'entend régulièrement. DJ, on s'entend. Donc, avec beaucoup d'activistes, nous sommes en lien. Donc, nous ne sommes pas des ennemis comme certains le pensent, que nous nous regardons en chien de... Non, on n'est pas dans cette logique-là. On est dans une logique où nous sommes tous persécutés, nous sommes tous en danger. Autant nous unir que de se regarder comme ennemis. Donc, nous avons compris cela et nous cherchons désormais à représenter cette force, cette coalition-là qui va être la coalition des activistes, qui sera une force politique, une force qui pourra aujourd'hui mieux nous représenter en tant qu'activistes. Donc nous appelons et nous avons de très bonnes relations, contrairement à ce que les gens pensent. Donc, tout à fait. De toute façon, comme l'adage le dit souvent, ce qui se ressemble, s'assemble et l'union fait la force. C'est ça. Donc voilà. En fait, ensemble on va plus loin. Exact, tout à fait. Et vu sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Et en plus, en fait, comment est-ce que les gens qui veulent vraiment vous aider, en fait, par rapport à des moyens, je sais pas, que ce soit des moyens logistiques, comment les gens peuvent faire pour vous aider, pour que votre travail puisse porter plus et puisse donner plus d'envergure, que ce soit ici au Sénégal ou en Afrique, dans le monde en général, en fait. Comment est-ce que les gens peuvent vous aider? Alors, j'ai beaucoup de soutien. Des gens qui m'ont soutenu pour la télé web que j'ai créée, ma chaîne YouTube, Guys4 TV. Donc, il y a des gens, un frère qui m'a beaucoup aidé, qui m'a d'ailleurs acheté mon écran. Donc, ça a coûté au moins 250 €. Il l'a pris, il l'a acheté, il a dit, bon, ma participation à ton combat, je t'achète l'écran qui coûte 250 €. Et la même personne a dit, bon, au niveau du son, je ne sens pas que le son est très clair. Donc, je vais t'acheter une table de mixage pour que le son passe encore mieux, pour que ton combat soit encore plus audible. Donc, il m'a acheté une table de mixage qui coûte 250 € aussi. Donc, il a investi plus de 500 € sur mes activités. Donc, pour faciliter les choses. Il m'a dit, tu ne peux pas tout faire. Tu as ton travail, tu as ta famille. Donc, nous qui avons une aisance financière, nous n'avons qu'à t'aider pour améliorer les choses. Donc, il y a des gens qui le font. J'ai un lien PayPal, un compte PayPal, souvent à travers lequel nous lançons des collectes de fonds. Mais je ne l'ai pas créé personnellement pour encore récolter de l'argent. Mais bon, tout donateur qui voudrait nous aider aussi peut participer à travers ces liens PayPal pour nous encourager. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui ont souvent participé aux cagnottes que nous avons lancées. Et ça, c'est important. C'est important. C'est important. Tout à fait, c'est vraiment important. Donc, parce que, en fait, la plupart des activistes, ils ont pas mal de défis d'allier d'abord travail et en même temps en défendant l'intérêt commun de tout un peuple, donc de toute une communauté. Et il y a pas mal aussi de gens qui voudraient aider, qui voudraient participer de leur manière. C'est vrai que c'est important d'aider, c'est important que aussi vous ayez des moyens pour qu'on puisse, pour que vous puissiez faire le travail nécessaire, évidemment. Donc c'est important en tout cas. C'est important. Par rapport à la jeunesse africaine, est-ce que vous pensez, en fait, quel rôle la jeunesse africaine joue réellement? Quel est votre aperçu par rapport au rôle que la jeunesse africaine joue pour le changement, déjà pour tout ce qui est changements sociaux, et aussi pour aussi améliorer en fait leur vie quotidienne? Quel est l'aperçu que vous avez par rapport à ça? C'est une question très importante parce que je pense que tout le travail de sensibilisation que nous avons fait, tout le travail d'éveil des consciences que nous avons fait est en train de prendre. Donc la jeunesse africaine est devenue consciente des enjeux. Elle maîtrise sa réalité désormais. Elle n'a plus besoin d'écouter les médias classiques que nous connaissons, les médias de la France-Afrique, pour nous apprendre ce qui se passe chez nous. Donc ils ont des figures qui représentent au mieux leur réalité, qui leur parlent à travers les réseaux sociaux, dont les activistes. Donc cette jeunesse africaine
agit maintenant, parce que nous voyons la jeunesse africaine très engagée au niveau du Mali. Nous la voyons très engagée au niveau du Niger. Quand ils sortent, ce n'est pas 100 personnes qui sortent. Hein. C'est des millions de jeunes qui sont dans la rue. Donc, on ne peut pas négliger l'implication de ces jeunes-là dans le changement qu'ils veulent pour leur pays. Quand on regarde au Burkina, c'est pareil. Tout à fait. Si ces régimes, justement, exactement. si ces régimes tiennent aujourd'hui tête face à la puissance française, c'est parce que quelque part, le peuple n'a pas oublié que son soutien est important pour que ces gens soient encouragés et pour qu'ils aient l'audace d'aller au bout des choses. Ce qui a manqué à Thomas Sankara, c'est ce soutien-là, malheureusement. Donc, Thomas Sankara nous a servi de leçon, Muammar Kadhafi nous a servi de leçon, on les a pas suffisamment soutenus, Laurent Gbagbo, donc en date, nous a servi de leçon. Alors, depuis la chute de tous ces présidents-là, la jeunesse africaine s'est dit, bon, tiens, il se passe quelque chose en fait. Notre responsabilité est engagée dans ce qui arrive à ces leaders qui essaient de défendre l'intérêt de l'Afrique. Exactement. Donc il faut qu'on se réveille, il faut qu'on écoute ces voix-là de la diaspora qui nous parlent, il faut qu'on s'engage sur le terrain, il faut qu'on soit le bouclier autour de Assimi Goïta, qu'on soit le bouclier autour de Tchani, le général Tchani, qu'on soit un bouclier autour de Traoré, pour que ces gens puissent arriver à libérer et à donner la souveraineté espérée à notre pays. Et c'est ça, c'est là que la jeunesse africaine a surpris le monde, a surpris l'Occident de façon générale. Parce qu'ils pensaient que, en nous créant les réseaux sociaux, on serait là à danser, à montrer nos déhanchés. Contrairement à ce qu'ils pensaient, on s'est servi de ces réseaux sociaux-là comme au moyen de communication. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils nous censurent, parce qu'ils voient que nous sommes très organisés sur les réseaux sociaux et ça commence à poser un problème. Donc les réseaux sociaux nous ont servi de canaux de communication et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on fait bouger les lignes, plus que les médias n'ont permis de le faire. Donc c'est une donne qui change et grâce à l'éveil et aussi à la participation de la jeunesse africaine, que je salue, une participation que je magnifie et que je salue, que j'encourage d'ailleurs à aller jusqu'au bout de la libération totale de nos pays africains et que ça aboutisse aux États-Unis d'Afrique que nous voulons, 53 États qui forment un seul pays puissant qui va désormais compter sur l'échiquier mondial. C'est ça notre rêve. Les États-Unis d'Afrique, tant rêvé par Thomas Sankara, tant rêvé par Sékou Touré, tant rêvé par aussi Cheikh Anta Diop, tout à fait, tant rêvé par Kadhafi et Modibo Keïta évidemment. Et j'en reviens par rapport à ce que vous disiez à Thomas Sankara quand il disait nous avons en nous la force et la capacité de combattre l'impérialisme. Quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Exactement. Pour te dire juste, ça revient tout récemment ce qui s'est passé, cette tentative de coup d'État au Burkina, qui a échoué, qui a vraiment échoué grâce à la jeunesse. Donc la jeunesse continue toujours de jouer un rôle important, très important, très important et c'est à féliciter évidemment et c'est très important. Donc en partant de cela maintenant, quel message en fait quel message donnez-vous aux dirigeants africains, plus particulièrement en fait du Sénégal, aux dirigeants sénégalais? Mon message à ces dirigeants-là, c'est de leur dire que nous ne sommes pas vos ennemis comme vous le pensez. Je pense que ces dirigeants ont une opportunité inespérée de pouvoir changer véritablement les choses. Si seulement ils aiment leur patrie, si seulement ils sont des patriotes. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, nous avons le courage de dénoncer des choses que ces dirigeants n'ont pas le courage de faire. Exact. Moi, j'ai le courage d'entrer dans le métro et de dénoncer le franc CFA. Et ça peut être écouté par des millions de personnes. Le président, il n'a pas la possibilité de le faire. Donc, on fait bouger des lignes à leur place. Donc, normalement, c'est eux qui doivent nous appuyer. Même s'ils ne le font pas officiellement, mais ils doivent être derrière pour nous accompagner. Parce que moi, à la place de Macky Sall, qu'est-ce que je ferais? Je vois un Kaïsfof qui rentre dans les métros, qui dénonce le franc CFA, mais je m'approche de lui. Je lui dis, j'ai ce problème-là, la France me tient par ici, donc il faudrait que tu sois à mesure de rentrer dans les métros et de me dénoncer cela. Donc, on peut travailler comme ça dans l'intérêt de nos pays. J'ai pas besoin qu'il me paye pour cela, non. Qu'il me dise simplement quelle est sa difficulté pour permettre au pays de se développer. C'est tout ce que nous demandons. Aidez-nous à savoir des choses que vous savez, mais trop tard. Pourquoi vous les savez trop tard? C'est parce qu'il faut devenir président pour le savoir. Maintenant que vous êtes président et que nous voulons savoir pourquoi vous n'arrivez pas à développer les pays, venez nous voir, passez par d'autres moyens,
Faites-nous parvenir les informations et on se chargera de dénoncer tout cela. Et ça vous laissera les mains libres pour permettre à nos pays d'accéder au développement auquel la population aspire. C'est ça que nous demandons. Nous prendre comme des ennemis, ça ne les aide pas, ça n'aide pas l'Afrique. Parce que l'Afrique se combat au lieu de se soutenir. Et c'est ça qui est dommage. Nous sommes obligés de combattre Macky Sall, contrairement à ce qui est l'idéal. Ce qui est l'idéal, c'est pouvoir accompagner un président. Mais on ne peut pas accompagner un président quand on voit qu'il n'aime pas son pays aussi. Donc c'est ça le problème. Donc moi, tout ce que je dis, je mets ça au conditionnel. Il faut d'abord que ce soit un patriote d'abord qui soit en place. Tout à fait. Qui soit conscient des efforts que nous faisons pour nos pays. Ce sont des efforts bénévoles. J'ai pas de salaire pour ce que je fais. Au contraire, je me mets en danger pour informer les nôtres. Je me mets en danger pour dénoncer certaines choses. Je ne le fais pas pour gagner de l'argent. Je le fais parce que c'est une conviction que j'ai et je veux aller au bout de cette conviction-là. Donc, franchement, regardez ce que Sonko fait à la place de la prison. Je pense que la place de Sonko, c'est en prison. Non, sa place n'est pas en prison. Si j'étais Macky Sall, j'ai fait mes 2 mandats, j'ai fait 10 ans au pouvoir. Je vois un opposant comme Ousmane Sonko qui, malgré les risques, tient tête à l'Occident, affronte la France-Afrique. Mais qu'est-ce que je fais? Je me dis, tiens, lui, il a plus de courage que moi. Je l'admets d'abord. Parce qu'il faut d'abord admettre que lui, il est plus courageux que moi. Il a aujourd'hui le courage de dénoncer des choses que j'avais pas la possibilité de faire. Je m'approche de lui. Je lui dis quoi? Voici, je lui fais un état des lieux. Regarde ce qui se passe ici d'abord. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Ne pense pas que ça sera facile une fois que tu accéderas au pouvoir. Il y aura ce piège-là, il y aura ce piège, il y aura cet autre piège. Et je lui pose la question de savoir, maintenant que tu connais tout le danger, es-tu prêt à continuer dans ta lancée pour défendre la patrie? S'il me répond oui, je lui cède tout. Je me dis, Dieu merci que nous avons quelqu'un qui a le courage que je n'ai pas en tant que président et qui peut porter l'aspiration de tout un peuple. Macky Sall sait ce que le peuple attend de lui, mais il a peur, il n'a pas le courage. Donc si tu vois Sonko qui a le courage de le faire, appuie-le, ne le mets pas en prison. Au grand bonheur de qui? Au grand bonheur de la France-Afrique, qui rigole en regardant les Africains. Qui a tué Thomas Sankara? C'est Blaise. Qui veut tuer Ousmane Sonko? C'est Macky Sall. C'est dommage que ce soit toujours cette version de l'histoire qui soit racontée aux prochaines générations, aux futures générations. Il faut inverser cette tendance-là. C'est ça l'intelligence qu'on devrait avoir en cette époque en tant que jeunesse africaine, en tant que leader africain. Inverser la tendance que vous disiez tout à l'heure, évidemment, avec l'éveil des consciences, vous y participez vraiment parce que avec votre chaîne et votre présence sur les réseaux sociaux, on a vu que vraiment ça portait. Et aujourd'hui, on vient tout juste d'évoquer le cas de Ousmane Sonko. Auparavant, au Sénégal, c'était déjà Blondin Diop. On peut en parler aussi avec Mamadou Dia, qui était vraiment des panafricains. Cheikh Anta Diop, évidemment, le père de tous les panafricains qui a été sacrifié, je peux dire. Bien sûr. Bien sûr. Pour cette lutte pour Ousmane Sonko, comment voyez-vous en fait l'engagement ou comment cet engagement en fait vers Ousmane Sonko et toute cette jeunesse en fait, toute cette jeunesse qui est derrière Ousmane Sonko, prête à tout faire. On a vu sur les vidéos des jeunes qui ont été blessés par balle, qui au lieu de s'inquiéter de leur propre personne, ils se disaient est-ce que Ousmane Sonko va bien? Ça, on l'a bien entendu. Donc comment est-ce que comment analysez-vous en fait cet amour, cette appropriation du projet de Ousmane Sonko envers cette jeunesse qui était toutefois qui s'intéressait pas trop à la politique, aujourd'hui qui s'intéresse vraiment à la politique, à tout ce qui est aussi les deniers publics et les ressources les non-ressources naturelles au Sénégal. En fait, comment analysez-vous cet engagement de cette jeunesse? La jeunesse sénégalaise était nostalgique du temps de Cheikh Anta Diop, du temps de Mamadou Dia, du temps de Cheikh Amadou Bamba, où tout cela ont contribué à faire avancer la lutte panafricaine. Tout à fait. C'est tous des panafricains, dans l'âme. Donc après cette époque-là, le Sénégal est resté très longtemps sans une figure emblématique à l'image de ces guerriers que nous pleurons aujourd'hui, ces grands hommes, qu'ils reposent en paix et que Dieu les accueille au paradis.
regardez, aujourd'hui, Ousmane Sonko cristallise cet espoir-là. L'espoir de jeunes désœuvrés, qui ne trouvaient plus de solution, qui voyaient en l'immigration la seule porte de sortie. Ces jeunes qui finissaient leurs études universitaires et qui retournaient dans la maison familiale croiser les bras, parce qu'ils n'ont pas d'opportunité. Les jeunes comme nous qui avons un peu de chance, nous sommes partis à l'étranger et beaucoup n'ont pas eu l'amour de revenir, l'espoir, n'ont pas eu la force de revenir au pays. C'est tout cela qui se sont réveillés quand Ousmane Sonko a commencé à parler. La diaspora s'est dite, tiens, j'ai envie de rentrer. Parce que je vois un homme qui me donne espoir, je vois un homme qui me donne la motivation de rentrer pour l'aider à faire bouger les lignes. L'étudiant qui était à l'université, qui a fini son étude et qui est chômeur depuis 10 ans chez lui, s'est dit, tiens, voici un homme qui va me créer des opportunités pour réussir. Tout à fait. Le jeune qui prenait les pirogues s'est dit, pourquoi mourir dans la Méditerranée si je peux me battre pour le changement dans mon propre pays? Tout à fait. Et la maman qui était au marché, qui avait son petit commerce, qui vendait du pain, qui vendait de l'arachide, a vu débarquer au champ. Cette maman s'est dite, Ousmane Sonko me protégera parce qu'il pense à moi. Au lieu de privilégier les intérêts des multinationales, il va privilégier mes propres intérêts. Le jeune pêcheur qui partait en mer et qui revenait avec beaucoup de poissons dans le pirogue, s'est dit, tiens, Ousmane Sonko me permettra de ne plus rencontrer ces bateaux-là qui sont en train d'appauvrir nos eaux de poissons. Ce jeune pêcheur s'est dit, Ousmane Sonko est la solution pour moi parce qu'à chaque fois que je me rends à la mer, je retourne bredouille à la maison, sans possibilité de subvenir aux besoins de ma famille. Tous ceux-là se sont posés des questions très pertinentes. Et ils ont compris qu'il faut qu'ensemble, qu'on s'unisse et qu'on lui apporte notre soutien si on veut sortir notre pays de ce sous-développement, de cette humiliation que représente cette grande pauvreté, à côté de l'immensité de ressources de regorge notre pays. En parlant de ressources, Ousmane Sonko nous a tenu un discours franc en nous disant ces ressources sont mal exploitées. C'est pourquoi vous êtes pauvres. C'est parce que l'argent de vos impôts va dans les poches de quelques individus qui s'offrent un luxe incroyable à l'étranger. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas quoi manger. Ceux-là qui apportent, qui prennent des milliards pour les déposer dans les comptes en banque de leurs fils, pour leur permettre d'avoir des diplômes valorisants, c'est ceux-là qui détruisent l'éducation nationale, qui ne permettent pas à l'enfant du pauvre d'accéder au même niveau d'éducation que l'enfant du ministre. Donc, nous autres, qu'est-ce que pouvons-nous faire si ce n'est que le soutenir? Nous sommes obligés de soutenir cet homme. Moi qui ai envie de rentrer au pays, je n'ai pas envie de rentrer au pays pour que un incompétent soit en poste sans expertise. Je suis ingénieur de formation. Ouais. Au Sénégal, c'est un politicien qui occupe ma place. Est-ce que vous pensez que ça m'encourage à rentrer au pays? Ça ne m'encourage pas à rentrer au pays. Mettons les hommes à la place qu'il faut. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce qui appartient à tout le monde là. Faisons en sorte que tout le monde en profite. Que tout le monde puisse en avoir un tout petit peu pour lui-même. C'est ça. C'est la raison pour laquelle moi je le soutiens. Et que toute cette jeunesse africaine, en général, soutient Ousmane Sonko. Ce n'est pas parce qu'il me donne de l'argent. Je n'ai pas besoin de son argent. Pour le soutenir, c'est soutenir mon propre pays. Si je le soutiens, c'est que j'aime mon pays. Ne pas le soutenir, je crois, c'est ne pas comprendre pourquoi on devrait le faire. Je ne vais pas jeter l'opprobre sur ceux qui ne le soutiennent pas. Ils ont leur motivation. Mais je crois que si on est patriote et si on est panafricain véritablement, nos idées doivent converger. Et Ousmane Sonko représente cette idée convergée pour notre pays et pour l'Afrique. Tout à fait. Comme tu l'as si bien dit, le ñëpp bokk, ñëpp jot si. Évidemment, c'est très important et c'est le projet, évidemment, d'Ousmane Sonko. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Enfin, avant de terminer, j'aimerais juste que, en fait, que vous nous partagez une histoire ou un moment inspirant de votre travail en tant qu'activiste, qui a impacté durablement soit votre
bon, votre cursus, ou bien qui a impacté votre famille, ou bien qui a impacté vos amis. En fait, des moments formidables, des moments joviaux, joyeux, ou est-ce que vous pouvez nous partager juste une histoire? C'est vrai. Donc, une satisfaction, une grande satisfaction de voir que la quasi-totalité de ceux que je rencontre dans la rue sont des gens qui nous acclament, sont des gens qui nous portent dans leur cœur, qui nous remercient. J'ai vu des mamans pleurer en me serrant la main, et j'ai pleuré ce jour-là parce que je me suis dit, je ne pensais pas avoir fait quelque chose qui mérite autant de reconnaissance. Mais on se rend compte que ce que nous faisons compte tellement pour beaucoup, et on a tendance à le minimiser. Donc, je me suis dit depuis, il y a tout ce monde qui compte sur nous. Nous n'avons pas le droit de les trahir. Tout à fait. Donc ça, c'est un fardeau. Et un fardeau positivement parlant, parce que qui nous permet d'aller de l'avant, et dans les moments où tout homme peut être amené à être découragé, quand on pense à tout ce monde-là, on se dit, on doit représenter les faibles, on doit représenter ceux qui n'ont d'autre espoir que de voir notre lutte aboutir. Tout à fait. Et c'est pourquoi je suis fier de ce que je fais. Contrairement à ce que certains pensent, je suis fier de participer positivement à changer la tournure des choses dans notre pays. Et il y a pas longtemps, j'étais dans la rue et quelqu'un est venu me voir. J'étais même pas dans la rue, c'était à la Défense. J'étais dans le centre commercial, ça date de 2 semaines. Il est venu me voir là où je ne soupçonnais même pas d'être interpellé par quelqu'un, d'être reconnu. Il est venu me voir. Il m'a dit merci. Et dès qu'il m'a dit merci, je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit merci. Merci d'être là pour nous. Merci de nous représenter. Merci d'être notre voix. Et c'est tous les jours comme ça. Et je suis obligé parfois de me cacher dans la rue parce que on ne sait pas qui nous veut du bien et qui nous veut du mal. Donc parfois je suis obligé de faire profil bas. Mais si je pouvais, je rencontrerais tout le monde, tous les jours ce monde qui nous rappelle ce que nous faisons et qui aussi mettent un mot sur ce que nous faisons. Parce que c'est important. Il n'y a pas que des gens qui nous acclament. Il y a des gens qui nous donnent des conseils et des recommandations. Fais comme ci, fais cela. Et moi, tout cela, c'est important pour moi. Parce que je grandis dans un milieu politique que je ne connaissais pas forcément. Donc, c'est un monde politique qui est différent du monde universitaire que j'ai connu. Et voir tous ces gens nous encourager, ça nous pousse à aller de l'avant. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Vous d'ailleurs, qui avez effectué ce déplacement-là, je ne pensais jamais que le travail que nous faisons impacterait à ce point de vous déplacer pour cette interview-là. C'est normal. Franchement, c'est pourquoi j'ai pas hésité. Parce que je me dis, il faut toujours être présent pour les gens qui nous soutiennent. Et moi, tant que je peux le faire, je serai toujours présent parce que nous ne sommes rien sans ce monde qui nous soutient. Tout à fait. Voilà. Bon, chers téléspectateurs, sur ces mots forts, nous allons vous donner un autre rendez-vous. Sans le soutien de tout un chacun, nous ne sommes rien dans ce monde. Et à la prochaine avec un autre panafricain. Merci beaucoup, Kaïs. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est un honneur. C'est partagé. C'est un honneur, encore une fois de plus. C'est partagé. Et le meilleur reste à venir. Inch'Allah. Le combat est dur, mais avec la détermination, on y arrivera. On y arrivera. On y arrivera. Merci bien. Merci à toi. Merci. Yes.